Donc bonjour à tous, je vois qu'il y a pas mal de retardataires ce matin. Il est déjà 8h30, un petit peu passé. Et donc c'est toujours les mêmes qui sont retardataires. Donc dites-leur, hein, je sais que vous avez plein de moyens de communication, dites-leur de se dépêcher un petit peu, parce qu'on va commencer. Alors, je vous ai demandé sur le chat si vous aviez éventuellement des questions, des choses non comprises, des choses que vous vouliez revoir. Visiblement, il n'y a pas de de votre part de questionnement, donc on va pouvoir poursuivre. Donc pour ces 2 heures, ce que je vous propose, c'est de finir ce premier chapitre dans un premier temps, donc ça prendra peut-être un petit peu plus d'une heure. Ensuite, on fera une petite pause, puis on discutera un petit peu de la présentation des TIPE, d'accord? Et ensuite, on commencera le dernier chapitre de l'année. Pour ce dernier chapitre de l'année, en fait, vous avez surtout besoin des documents que je vous avais soit envoyés, soit fait passer via l'internat. Ceux qui ne l'avaient pas récupéré à l'internat, ces documents vous ont été envoyés, donc normalement, vous les avez tous. D'accord. euh, Même si vous n'avez pas pu les imprimer. Et on va surtout faire au départ de l'analyse de documents. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je n'ai rien déposé hein, sur Classroom. Voilà. Donc on est un petit peu plus nombreux, mais ce n'est pas encore ça. C'est important que vous soyez tous là parce qu'on voit quand même des points qui sont très importants. Alors, si je reprends là où on en était resté, dans ce premier chapitre, donc on en était resté vraiment à essayer de comprendre ce qui va permettre les mouvements de la gastrulation et en particulier les mouvements migratoires des cellules une fois qu'elles ont été juste après l'embolie, d'accord? Après involution, les cellules prennent un phénotype migratoire, deviennent capables de migrer. Elles seront donc les prochaines cellules du mésoderme, d'accord? Et on avait observé qu'en fait, si on enlève, euh, si on enlève complètement, finalement, si on utilise des anticorps anti-intégrines, en fait, c'est ça, eh bien, à ce moment-là, en fait, la gastrulation n'a pas lieu. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas des mouvements cellulaires, mais finalement, on a bien l'encoche blastoporale qui se met en place, on a bien une espèce de bouchon vitéral, c'est-à-dire que les cellules en bouteille se mettent en place tout au long, mais en fait, la partie ici ne vient jamais recouvrir le pôle végétatif. Et finalement, il y a bien de la multiplication cellulaire, mais donc la partie ici à la partie supérieure, mais en fait, on n'aura jamais de mouvement, jamais vraiment d'internalisation nette, et surtout jamais de migration. D'accord? Alors, on peut regarder d'un peu plus près. Donc, cette fois-ci, on fait une autre expérience où on transfère de la matrice extracellulaire sur un solide, un support, et on analyse le comportement des cellules euh, de la zone marginale sur ce support. D'accord? Donc, lorsque les cellules sont déposées sur le support seul, sans matrice extracellulaire, on n'observe rien. Elles vont sur ce support, mais elles ne vont pas spécialement migrer, elles ne vont pas bouger. Par contre, si elles sont déposées sur le support avec la matrice extracellulaire, on voit une migration de ces cellules. Donc, cette matrice cellulaire, elles sont nécessaires. Donc, je répète, hein, c'est la matrice extracellulaire du toit du blastocèle. Elles sont nécessaires et suffisantes à la migration des cellules de la zone marginale. Et cette migration a lieu dans les faits après les mouvements d'embolie. D'accord? Alors, on peut regarder d'un peu plus près avec l'expérience que vous avez sur le document 19. Donc ici, hein, évidemment, vous ne pouvez pas tout lire. Je vous ai remis pour que vous puissiez suivre après quand vous aurez le diaporama. Qu'est-ce que vous voulez que je répète, Alix? Alors, oui, je peux vous répéter. Donc, cette matrice extracellulaire du toit du blastocèle est nécessaire et suffisante, d'accord, à la migration des cellules marginales suite au mouvement d'embolie. C'est bon pour tout le monde?
donc nécessaire et suffisante à la migration des cellules de la zone marginale suite au mouvement d'embolie. Alors, si je prends le document 19, donc on a des fragments de tissu qui sont prélevés au moment de la formation de l'encoche blastoporale, donc soit dans la zone marginale, d'accord, soit au niveau de la calotte animale. Donc on obtient en absence de... Alors, on va avoir absence de CA2+. Quand on n'a pas de CA2+, les cellules s'isolent, puis elles sont déposées et mises en culture en présence de CA2+. Et donc, soit on les dépose directement au fond d'une boîte de pétri, c'est notre support contrôle, soit on va les déposer sur une boîte de pétri, mais avec un substrat qui tapisse le fond de la boîte. D'accord? Et donc, après 1 heure d'incubation, les cellules vont être dénombrées, le pourcentage de cellules adhérentes est déterminé, ainsi que la vitesse de migration de ces substrats, des cellules sur le substrat. Alors, vous avez une première question là-dessus, d'accord, sur ce document. Cette première question, c'est pourquoi on utilise du CA2+, et quel est l'intérêt de l'utilisation du CA2+. Et ensuite, on analysera les résultats. Donc, je vous demande de répondre sur le chat à la question, s'il vous plaît. Alors, le CA2+, rend les cadérines non fonctionnelles. Vous êtes sûr? Alors, effectivement, c'est effectivement par rapport aux cadérines. Hein, les cadérines permettent aux cellules d'adhérer les unes aux autres. Donc, mais cette adhérence, voilà, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il faut du CA2+, hein, pour que les cadérines puissent interagir entre elles. Donc, si j'enlève tout CA2+, j'empêche l'interaction des cadérines entre elles, et à ce moment-là, je vais dissocier les cellules. D'accord? Donc, quand je rajoute du CA2+ dans mon milieu, quand j'enlève mon CA2+ de mon milieu, d'accord, mes cellules s'isolent les unes des autres. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va me permettre d'isoler mes cellules, de les séparer et puis de faire différents lots pour faire différentes expériences. D'accord? Et ensuite, ces cellules séparées, je vais les positionner dans un milieu de culture, mais en présence de CA2+. En présence de CA2+, les cadérines vont pouvoir devenir fonctionnelles. D'accord? Et donc, la cadérine va pouvoir aussi interagir avec plein d'autres choses. Alors, est-ce que vous pourriez analyser maintenant les résultats? Finalement, ma question, c'est, d'après ces résultats, quelles sont les protéines de la matrice extracellulaire qui sont importantes pour l'adhésion des cellules à cette matrice et pour la migration des cellules sur cette matrice? Donc effectivement, collagène, il ne sert à rien. Enfin, il ne sert à rien dans cette optique-là. C'est-à-dire que le collagène, il va avoir un rôle de soutien, mais il n'a pas un rôle dans les interactions. Fibronectine, laminine, est-ce que ces deux... Donc effectivement, hein, avec fibronectine et laminine, on a un pourcentage de cellules adhérentes qui devient très important par rapport à quand on a un contrôle. D'accord? Ça, c'est vrai pour les cellules de la zone marginale. On va regarder d'abord que les cellules de la zone marginale. Ensuite, concernant la migration, donc on voit qu'en présence de collagène pour le contrôle, il n'y a pas de migration. Ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite du rôle des fibronectines et de la laminine? Voilà. En fait, la fibronectine, hein, c'est non seulement un support d'adhésion, mais aussi un support qui facilite la migration. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous pouvez dire des cellules de la calotte animale? Ce sont les mêmes protéines. Donc, vous voulez dire que ce sont les mêmes protéines sur les cellules? Pourcentage moindre.
Alors, je vais répéter tout ça, d'accord? Vous avez du mal à m'entendre ce matin? Non, il y a un souci? Ou c'est juste que vous êtes plus ou moins là? Alors, donc la ligne contrôle, d'accord, vous essayez de noter. OK, pas de souci. Mais demandez-moi bien de répéter, je voulais être sûre que OK, donc je reprends. La ligne contrôle ici, d'accord? C'est en fait, sur une boîte de pétri, sans rien, sans protéines, de matrice. Quand on met du collagène, on voit que ça se comporte comme le contrôle. Donc le collagène va avoir un rôle de structure, mais va pas avoir un rôle dans l'interaction entre les cellules et la matrice extracellulaire. Quand j'ai de la fibronectine ou de la laminine, j'ai mes cellules de la zone marginale qui sont très adhérentes. D'accord? J'ai une majorité de ces cellules qui adhèrent à ma matrice. Je vois que quand je prends mes cellules de la calotte animale, j'ai aussi plus d'adhésion qu'en cas de contrôle, mais l'adhésion est quand même moindre. Donc on peut imaginer que là aussi, sur les cellules de la calotte animale, évidemment, vous avez des cadérines, des intégrines, etc., mais qu'il n'y a pas une telle reconnaissance qu'avec les cellules de la zone marginale. Ces cellules de la calotte animale, elles peuvent quand même adhérer un petit peu. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui vont monter, hein, d'accord? Donc, ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'en présence de... Alors, la migration, elle n'est pas regardée pour les cellules de la calotte animale, elle est regardée que pour les cellules de la zone marginale. On observe que la migration, elle se fait essentiellement en présence de fibronectine. Il y en a un petit peu en présence de laminine, mais pas autant. Donc, ça veut dire que la fibronectine, c'est à la fois un support d'adhésion et un support de migration pour mes cellules de la zone marginale. D'accord? Alors là, on prend n'importe quelle cellule de la zone marginale, dans ce cas-là, parce qu'on est sur un embryon, d'accord? Un embryon à encoche blastoporale, on prend des cellules, on les isole, on regarde leur comportement. Dans les faits, les seules cellules de la zone marginale qui seront mises en contact avec la matrice extracellulaire du toit du blastosol, parce que là, on prend les fibronectines et les laminines du toit du blastosol, donc les seules cellules de ce type-là, ce seront les cellules qui ont subi l'involution. Parce qu'à ce moment-là, elles sont en contact avec la zone marginale. À ce moment-là, il y a enfin, il y a un phénomène d'adhésion et un phénomène de migration. D'accord? Donc en conclusion, non, parce que là, la dissociation qu'on fait des cellules de la calotte animale, elle est complètement artificielle. C'est-à-dire que tout d'un coup, on, euh, on enlève tout le CA2+. Dans mon embryon, j'ai toujours suffisamment de CA2+, pour que toutes mes cadérines, mes intégrines, enfin toutes ces molécules-là soient fonctionnelles. D'accord? Et elles sont stabilisées, toutes ces molécules, par du calcium. Donc le calcium, il a un rôle juste de stabilisation des molécules. Donc de toute façon, normalement, alors en fait les deux, laminine et fibronectine, interagissent très très bien avec les cellules de la zone marginale. Simplement, la fibronectine est plus un support grâce à l'interaction très forte intégrine-fibronectine pour la migration. S'il n'y avait que de la laminine, ma cellule, elle collerait sur le toit du blastopole seule, mais c'est tout. Elle n'irait pas migrer le long du toit du blastosol. D'accord? Donc là, ce que je peux dire, c'est que après involution, d'accord, les cellules vont adhérer au toit du blastosol et migrer grâce à des interactions spécifiques entre les intégrines et les fibronectines. Donc après l'involution, hein, les cellules vont adhérer au toit, enfin les cellules de la zone marginale. Zone marginale, vous pouvez écrire ZM. Les cellules de la zone marginale
vont en fait adhérer au toit du blastocèle et migrer grâce aux interactions spécifiques entre les intégrines de ces cellules et la fibronectine. Et par ailleurs, ces cellules, elles sont cohérentes entre elles grâce à des interactions cellule-cellule qui sont essentiellement liées à la cadérine. Donc les cadérines, elles ne font pas partie de la matrice extracellulaire, mais elles sont importantes. Parce que ça veut dire que quand une cellule migre, si elle est liée aux autres cellules autour d'elle, eh bien elle entraîne toutes les autres. D'accord? Donc on a une cohérence des cellules du feuillet, en fait, qui se met en place, hein, ce fameux feuillet mésodermique, grâce à ces interactions cellule-cellule et aux interactions cellule-matrice. D'accord? Est-ce que vous comprenez bien ça? Hmm. On va dire que... Alors, en fait, la zone marginale, la MEC, c'est la matrice extracellulaire. Alors, la zone marginale, ce n'est pas la calotte animale. D'accord? C'est entre la calotte animale et la partie végétative. Alors, le toit du blastocèle présente une matrice extracellulaire. D'accord? Je ne sais pas pourquoi vous répondez le toit du blastocèle. Voilà. Alors, si je fais un bilan de la gastrulation, c'est le passage d'un état diblastique, où vous aviez micromère partie animale, macromère partie végétative. On était en fait à l'état diblastique, à un état triblastique, où on va pouvoir définir l'ectoderme, ici en vert et bleu, d'accord? Le mésoderme en rouge, qui va venir petit à petit entourer tout l'embryon, et l'endoderme ici en bleu, d'accord? Le mésoderme, on appelle ça le troisième feuillet, même s'il est entre les deux précédents, parce qu'il est mis en place plus tardivement. Et ça, c'est grâce au mouvement morphogénétique de la gastrulation. Ces mouvements morphogénétiques, en fait, ils vont conduire les cellules à changer de position les unes par rapport aux autres et à mettre en place l'architecture générale de l'embryon. Donc pendant la gastrulation, on observe des mouvements cellulaires, des changements de forme des cellules et des changements d'adhérence cellulaire. Alors, le document 20 que vous avez sur votre poly, il présente les différents feuillets embryonnaires au stade bouchon vitellin. On est vraiment à la fin de la gastrulation. Donc ici, vous avez le dos, le ventre, vous avez la partie antérieure et la partie postérieure. D'accord? Donc l'ancien pôle animal, l'ancien pôle végétatif. Vous voyez que là, les macromères, qui étaient tous au niveau du pôle végétatif, ont fait une rotation et se retrouvent au niveau ventral. Ce qui reste du blastocèle, c'est là, d'accord? On voit que les cellules, ici, rouges, donc les anciennes cellules de la zone marginale, elles sont rentrées à l'intérieur, elles vont petit à petit entourer, se retrouver un peu partout, entre l'ectoderme et l'endoderme. Et puis on peut faire des coupes transversales A, B et C. Et en fait, selon là où on va se trouver, on ne va pas voir tout à fait la même chose. Donc, vous avez en A, donc vers le pôle, vers l'avant de votre embryon, d'accord? Vous avez ici l'archentéron, l'endoderme, l'ectoderme, le mésoderme. Vous voyez que l'ectoderme dorsal, ici en vert, sera ensuite à l'origine
du neuroderme. OK? Si je vais un petit peu plus loin, ben, j'ai quelque chose qui ressemble avec quand même mon mésoderme qui est descendu un peu plus bas et qui va continuer à descendre. Et puis, si je me mets à la partie ventrale, vous voyez que le mésoderme, qui était dans la partie la plus ventrale, a commencé lui aussi à évoluer, migrer et donc on va avoir comme ça, du mésoderme tout autour. L'archentéron qui cette fois-ci est entouré de l'ensemble, de l'endoderme, hein. Il y a certaines cellules endodermiques qui rentrent aussi, à l'intérieur et donc petit à petit, hein, vous allez obtenir ici votre gastrula. Donc stade bouchon vitellin. Donc ces schémas-là, il faut savoir, les refaire et surtout les avoir compris en 3 dimensions. C'est ça qui est compliqué. Donc je trouve intéressant parce qu'on a à la fois une vue, en coupe, sagittale, d'accord? Et une vue en coupe transversale et donc ça permet de comprendre comment ça s'organise en 3 dimensions. Alors maintenant que vous avez bien étudié la gastrulation, vous allez pouvoir goûter l'humour de Lewis Wolpert, qui est un grand embryologiste et qui a écrit, alors je vais vous le lire en anglais avec un accent tout à fait qui plairait peut-être pas à Monsieur Smart, mais bon. It is not birth, marriage or death, but gastrulation, which is truly the most important time in your life. Donc je suis désolée de vous dire que le moment le plus important de votre vie, il est déjà passé. D'accord? C'était la gastrulation. Voilà. Pourquoi? Parce que cette gastrulation, hein, c'est vraiment ce qui va, être à l'origine de toute la complexité, de notre organisme. Voilà. Donc, ben, même votre naissance était moins importante que la gastrulation. Alors ça, c'est ce qu'en dit Lewis Wolpert. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. J'espère que vous goûtez son humour. Donc une fois qu'on a vu ça, il nous reste à aborder la suite. Donc quand même, là, hein, une gastrula, c'est encore pas hyper complexe, hein. Vous avez grosso modo un archentéron, etc. On n'a pas encore de cellules nerveuses, il n'y a pas encore de cerveau, il n'y a pas encore de réflexion, etc. Alors peut-être que c'est le plus important qui nous est arrivé, mais il nous reste encore une étape importante qui est la neurulation. D'accord? Alors la neurulation, donc c'est l'étape suivante. Donc si vous voulez, on est dans le grand 4, l'organogénèse. Alors je vous ai déjà donné donné le plan, mais je vous réécris grand 4, hein. Oh ben, j'arrive pas à l'écrire, genèse. Voilà. Dans l'organogénèse au sens large, vous allez avoir à la fois la neurulation et l'organogénèse au sens strict. Donc je ne me suis pas posé 36 000 questions pour vous faire le plan. Grand 4, petit 1, la neurula. Alors la neurulation met en place le système nerveux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc neurulation, ça veut dire organogénèse du système nerveux. Et donc chez la plupart des vertébrés, on va dire tous les vertébrés, l'individualisation du système nerveux se fait de façon précoce par rapport aux autres organes. Grosso modo, votre système nerveux, ce sont les premiers organes vraiment isolés et mis en place. Et puis après, le reste vient. D'accord? Donc, sur la fin de la neurulation, vous allez avoir le début de l'organogénèse pour tout le reste des organes. Hein, pour l'instant, vous avez vu, on n'a que des amas de cellules. Donc, ça se fait de façon précoce, dès la fin de la gastrulation. Hein. Vous voyez, ces étapes, elles ont tendance à se chevaucher un petit peu. C'est pas on finit la gastrulation, hop, on commence la neurulation. Non, non, non. On se chevauche un petit peu, c'est jamais très clair, c'est jamais simple. On fait de la biologie. Hein. La biologie,
c'est toujours un peu complexe. Nous, on essaye de mettre des bornes, des classements, des trucs comme ça, mais en fait, on n'y arrive pas beaucoup. Hein, quand on fait de la biologie ou de la médecine, il faut être humble. C'est ce que sont d'ailleurs en train d'apprendre les médecins aujourd'hui face à l'épidémie qu'on connaît, hein, parce que grosso modo, ils se rendent compte qu'ils ne savaient pas prédire grand-chose et ils ne savent pas prédire grand-chose pour la suite. Et ils n'ont pas encore tout compris à cette maladie. Et heureusement que le vivant nous laisse comme ça un petit peu humble. Bref, allez, on reprend le cours. Donc chez les vertébrés, qu'est-ce qui va se passer? C'est que en même temps que la neurulation, hein, on va voir vraiment l'embryon s'allonger de façon très très nette selon l'axe antéro-postérieur. Donc en même temps qu'on va mettre en place ce tube neural, on va vraiment voir l'allongement de cet embryon. D'accord? Alors, comment ça se passe? Alors vous avez une planche hein, qui est très bien faite, qui est le document 21. Donc normalement, je vous l'ai mise en couleur. C'est pas mal parce qu'on voit en même temps que en fait, ça me permet d'avoir une vue sur la première partie, donc sur les étapes de la neurulation, sur ce qui se passe vraiment au niveau de mon embryon, avec mon embryon vu de façon... voilà, c'est cette image-là. Hein. Je vois l'embryon complet, donc j'ai la face dorsale hein, face à moi à chaque fois, et j'observe en coupe ce qui se passe au niveau de cette face dorsale. Et vous avez en parallèle l'organogénèse qui peut avoir lieu pendant cette neurulation. D'accord? Donc nous, on va beaucoup s'intéresser à la neurulation. On étudiera l'organogénèse ensuite, mais c'est important de voir que les deux hein, se font effectivement en parallèle. Donc, prends ici, hein, quand je vous dis que tout est terminé. Alors, quelles sont les étapes? On a déjà vu ça un petit peu en TP. Hein. Donc là, ça va aller un petit peu plus vite. Donc, grand A4, petit 1, ça va être la formation du tube neural, qui est le futur système nerveux central. C'est le plan de symétrie, si vous voulez, la région médiane, d'accord, va s'aplatir et s'épaissir. Cet épaississement, il se propage du centre, donc de la zone médiane, vers la périphérie. Il progresse sur toute la longueur de la face dorsale, d'accord, et en fait, il va aboutir à la mise en place de ce qu'on appelle la plaque neurale. À l'avant de la plaque neurale, alors là, on est déjà hein, sur le sillon neural, mais grosso modo, à la partie avant, ça va être large et ce sera l'encéphale. Dans la partie arrière, ça va être étroit. D'accord? Et puis les bords latéraux de cette plaque neurale vont s'épaissir à leur tour et se soulever selon l'axe dorso-ventral. Donc c'est ce qu'on voit ici. Hein. Vous avez cette plaque neurale qui est mise en place avec les bourrelets qui se soulèvent et qui suivent l'axe, donc, qui sur le dos hein, et qui vont suivre l'axe dorso-ventral. Donc ça forme les bourrelets neuraux. Donc ces bourrelets vont se soulever et vont se rapprocher, donc c'est ce qu'on voit ici,
D'accord? Donc les bourrelets, ils se soulèvent ici, ils vont se rapprocher, d'accord? Et ça conduit à la formation de ce qu'on appelle la gouttière neurale, qui va préfigurer le futur tube neural. Donc quand ça va se refermer, on forme le tube neural. D'accord? Donc ça commence par la région moyenne, d'accord? Et la fusion se propage à la fois vers la région antérieure et vers la région postérieure. Donc grosso modo, ça commence ici et ça se propage vers l'arrière et vers l'avant. C'est ce qu'indiquent les deux petites flèches ici. D'accord? Donc, on observe alors le sillon neural dans la région dorsale de l'embryon. Donc c'est ce fameux petit sillon neural. D'accord? Donc le vocabulaire, c'est plaque neurale, bourrelet neuraux, gouttière, tube, sillon. Donc le neuroderme se retrouve complètement internalisé en position dorsale, on est chez les épinuriens. Ce tube, il va ensuite se régionaliser. Donc c'est ce qu'on observe aussi ici, si vous voulez, hein. C'est exactement la même chose. Alors, ce qu'on observe aussi ici, et on en reparlera, ça va être la formation des crêtes neurales. Donc on en reparle après. Qu'est-ce que je voulais... Non. Oui, je vous montre juste ça quand même. Donc ce tube neural, il va se régionaliser de façon antéro-postérieure, d'accord? Avec à l'avant une dilatation du tube qui va se dilater donc en 3 parties, d'accord? Le prosencéphale à l'avant, le mésencéphale intermédiaire et le rhombencéphale. Et ensuite, vous avez le tube neural qui sera à l'origine, donc cette partie-là sera à l'origine de la moelle épinière. D'accord? Donc cerveau antérieur, prosencéphale, cerveau moyen, mésencéphale, cerveau postérieur, rhombencéphale. D'accord? Donc là, on va avoir quelque chose le long du plan de symétrie bilatérale avec une régionalisation antéro-postérieure. Alors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on a, en plus de la formation de ces tubes neuraux, la formation de ce qu'on appelle les crêtes neurales. Alors, les crêtes neurales, c'est ce que vous avez ici en bleu sombre. D'accord? Donc là, c'est ce qui se passe. On est sur une coupe transversale dans la partie dorsale de mon embryon. J'ai déjà la corde, les futurs somites, les futures lames latérales. D'accord? Et là, j'ai ma plaque neurale avec la mise en place des bourrelets, d'accord? Le sillon, puis, enfin le sillon ici, puis le tube. OK? Donc la gouttière, le sillon, le tube. Et en fait, je vais avoir ici des petites crêtes, d'accord? Ça va former comme ça quelque chose en forme un peu de triangle, de cellules. Et ces cellules, en fait, elles vont se séparer les unes des autres, d'accord? Et elles vont même se métamériser, donc ça va former en fait des amas séparés les uns les autres selon l'axe antéro-postérieur. Donc l'axe antéro-postérieur, là, il est perpendiculaire à... Voilà. Elles sont issues du neuroderme, tout à fait. Hein, on les figure en bleu sombre pour montrer la parenté avec le neuroderme. Et elles vont migrer. Et en fait, elles vont être à l'origine du système nerveux périphérique. D'accord? Donc ce système nerveux périphérique, c'est les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. Et vous savez qu'on a deux systèmes nerveux périphériques, qui est le système nerveux, enfin on a le système nerveux périphérique volontaire, d'accord, qui permet de contrôler les muscles striés squelettiques, et le système nerveux périphérique, qui est non volontaire.
et qui va être séparé en système nerveux sympathique et parasympathique. Le parasympathique, c'est des fibres nerveuses qui vont avoir un fonctionnement qui a tendance à faire descendre un peu l'activité, et le sympathique a tendance à faire augmenter l'activité. En cas de stress, vous avez le sympathique qui est à fond. Quand vous vous relâchez, vous avez le parasympathique qui est à fond. D'accord? Alors ça, ce système nerveux périphérique et son fonctionnement, en tout cas pour le système dit autonome, hein, contrairement au système nerveux euh, volontaire. Ce système nerveux autonome, vous le verrez un petit peu fonctionner l'année prochaine quand vous étudierez le contrôle cardiaque. D'accord? Donc l'activité cardiaque, hein, elle n'est pas contrôlée de façon volontaire. Vous pouvez, sauf exercice très important, capacité de concentration, mais ça se travaille, vous ne pouvez pas vous dire là, tout d'un coup, hop, c'est bon, je fais battre mon cœur à toute vitesse. D'accord? Il faut qu'il vous arrive quelque chose pour que le cœur se mette à battre à toute vitesse. Par contre, vous pouvez respirer plus vite. Alors ça risque de déclencher des modifications du rythme cardiaque, mais voilà. Donc c'est un système nerveux qui est autonome, mais avec le sympathique qui fait accélérer et le parasympathique qui fait ralentir. D'accord? On va aussi avoir à partir de ces crêtes neurales plein d'autres structures, comme la dentine des dents, les mélanocytes, le cartilage de la face, etc. Donc c'est assez compliqué après. Vous retenez qu'il y a ces crêtes, d'accord, qui sont des cellules qui vont migrer tout d'un coup, d'accord, et qui vont former le système nerveux périphérique, alors que le tube neural, c'est le système nerveux central. OK? Et donc tout ça, évidemment, c'est lié à des changements de forme et d'adhérence des cellules, comme pour la gastrulation. Donc ça s'observe bien sûr au microscope. Excusez-moi. Alors ça, c'est une autre façon de voir en plein d'étapes et de voir ces fameuses crêtes neurales. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc au niveau de l'apex, enfin au niveau, lors de la formation de la plaque neurale, en fait les cellules euh, de, euh, de l'ectoderme dorsal, elles vont s'allonger selon l'axe centro-périphérique, d'accord? Selon l'axe radiaire. Donc elles vont former comme ça, du coup, un épithélium plus épais. Alors en même temps, elles continuent à se diviser, hein, ce qui fait que l'espace occupé hein, ne change pas tant que ça. Et puis, elles vont également rétrécir au niveau de l'apex. Si vous faites rétrécir ici l'apex, alors ça c'est l'actine, hein, avec la ceinture d'actine qui va permettre de faire ça. Et on a d'ailleurs ici des desmosomes ceinturants, d'accord? Et bien ici, tout d'un coup, vous allez changer de forme et vous allez avoir une courbure, d'accord? Avec ici, bah, ce sera une zone plus longue et une zone plus courte. Donc ça veut dire que vos cellules ont une forme trapézoïdale, d'accord? Et si jamais j'ajoute de la colchicine, qui est un inhibiteur des microtubules, eh bien cette étape-là, d'ici à là, n'a pas lieu, d'accord? Donc les microtubules sont bien sûr impliqués. Donc les microtubules permettent l'allongement, l'actine permet le rétrécissement de l'apex. Ça ressemble furieusement à ce qu'on avait observé au niveau des cellules en bouteille. Hein, c'est un petit peu le même genre de principe et c'est de la même façon que vont fonctionner les différents éléments du cytosquelette. Donc l'actine entraîne un rétrécissement de l'apex, les microtubules entraînent un allongement de la cellule. D'accord? Donc, vous avez ce document 22 qui vous montre ça. Moi, je vous conseille de le coloriser. Donc, de mettre ici, donc ce sont les microtubules en long. Et on voit bien qu'au départ, ils sont désorganisés. Ils vont s'organiser, s'allonger et permettre l'allongement des cellules. Et ici, vous avez l'actine.
D'accord? Donc là, vous avez du mésoderme, vous avez une lame basale, et bien sûr, les cellules sont très, très, très reliées entre elles grâce à des liaisons cellulaires, en particulier des liaisons desmosaux, des liaisons ceinturantes. D'accord? Donc, changement de forme des cellules. Ensuite, le neuroderme va s'individualiser par rapport aux autres cellules. Alors ici, on va faire une expérience qui est assez intéressante. Euh, donc c'est Tones et Holt-Fretter en 1955 qui ont fait ça. Ils prennent en fait deux embryons, un qui est non pigmenté et un autre qui est pigmenté de la même espèce, hein. D'accord? Donc ces embryons, ils prennent donc l'épiderme présomptif et puis ils prennent la plaque neurale pour l'un, l'épiderme présomptif pour l'autre. L'intérêt d'avoir deux embryons pigmentés, d'accord, donc c'est ce qu'on voit ici, c'est que finalement, ben, on va pouvoir avoir un lignage cellulaire. C'est-à-dire qu'on sait que les cellules blanches, c'est un des embryons, les cellules grises, c'est l'autre embryon. D'accord? Quand on se met sur un pH alcalin, alors vous savez que les interactions hydrogènes sont très importantes dans les interactions protéines, etc. Donc si on change le pH, je change ces interactions. Donc ça va me permettre d'isoler les cellules. Et puis, ces cellules, ensuite, je les laisse. Alors, elles s'agrègent entre elles, d'accord? Donc, c'est deux embryons qui semblent assez compatibles. Et finalement, au bout d'un moment, on observe un truc très, très amusant, d'accord? C'est qu'elles se rassemblent spontanément avec l'épiderme à l'extérieur qui recouvre ici les cellules du sillon neural, d'accord? Les cellules du tube neural. Donc il y a une ségrégation et un positionnement très particulier de ces cellules. Si on avait pris, et ça on ne le voit pas, mais il faudrait que vous ayez les contrôles, hein, si on avait pris des cellules des deux tubes neuraux, elles se seraient parfaitement mélangées, des cellules des deux épidermes, elles se seraient parfaitement mélangées. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un moment où les cellules ne se mélangent plus. D'accord? Et quand on regarde les cadérines à la surface de ces cellules, on voit deux isoformes, les cadérines E sur les cellules de l'épithélium et les cadérines N sur les cellules de la plaque neurale. Donc là, on comprend très très bien, je vous laisse pas, je vous analyse tout de suite les résultats, mais ça veut dire qu'on comprend très très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que finalement, ces deux types de cellules ne sont plus adhérentes les unes aux autres et sont en fait séparées les unes des autres parce qu'elles ne possèdent plus les mêmes cadérines. Et donc, elles n'ont plus des protéines membranaires d'interaction qui sont les mêmes. Donc, celles qui ont les cadérines E interagissent entre elles, celles qui ont les cadérines N interagissent entre elles. Et donc, je sépare comme ça mes deux groupes de cellules. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on observe vraiment chez les animaux quand il y a des frontières qui sont mises en place entre différentes zones, etc. En général, c'est lié à des capacités d'interaction entre cellules. Très souvent aussi, la matrice extracellulaire va avoir un rôle qui va amplifier le phénomène. D'accord? Donc, ça veut dire que les cellules, elles ont la capacité de se reconnaître et de s'associer en fonction de leurs origines tissulaires. D'accord? On peut faire pareil avec les trois feuillets de la neurula. D'accord? Si je prends des cellules du mésoderme et des cellules de l'endoderme, elles ne vont pas vraiment se mélanger entre elles. D'accord? Elles se regroupent par catégorie. Donc ça montre que ce regroupement, il a un contrôle génétique, c'est-à-dire que ça dépend des gènes membranaires exprimés. Donc comment se différencient les cadérines? C'est ce que je suis finalement en train de dire, Juliette, c'est que finalement, il y a plein de gènes des cadérines, hein. Il y a plein de cadérines, il y a plein de gènes des cadérines, et donc ça veut dire que les différentes cellules n'expriment pas les mêmes gènes. Toute la question, ça va être
Qu'est-ce qui contrôle l'expression des... Donc, on va... D'accord. Donc, je ne vous l'ai pas remis dans votre programme de révision, mais évidemment, ça y est. Enfin, vous devez savoir ce que c'est qu'une cadérine, savoir dessiner une cadérine, savoir dessiner une intégrine, etc., etc. OK? Donc, la migration des crêtes neurales est associée à un arrêt de l'expression des cadérines de certaines cellules, d'accord? Et l'expression de nouvelles protéines cadérines qui va entraîner la migration des cellules neurales. Je reprends. Excusez-moi, je reprends. Par ailleurs, et ça c'est un autre point, d'accord, quand je reprends ce qui se passait au niveau de mes crêtes neurales, excusez-moi, je n'ai pas été claire. Je reprends ici ce qui se passe au niveau de mes crêtes neurales. Ce qui est intéressant, c'est que mes crêtes neurales, elles vont d'abord former, d'accord, former un petit groupement de cellules, se métamériser, etc. Et puis, à un moment, elles vont migrer, ces cellules. Et en fait, on observe que la migration des cellules des crêtes neurales, donc c'est bon pour tout le monde, j'espère, c'est en fait, ça correspond à un arrêt de l'expression des cadérines, ou de certaines cadérines. D'accord? Donc, tout d'un coup, ces cellules se dissocient et vont pouvoir migrer dans différentes zones de l'embryon. Et ensuite, elles vont se regrouper en fonction des protéines d'adhérence qu'elles peuvent exprimer. Donc, elles se réagrègent dans certaines zones, et ça dépend des protéines d'adhérence qu'elles expriment. D'accord? Protéines d'adhérence entre elles, protéines d'adhérence avec la matrice extracellulaire. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais ça peut faire l'objet de tout un tas d'exercices, d'analyse de documents. OK? Donc, en bilan, vous avez des mouvements, des changements de forme et d'adhérence cellulaire qui permettent l'organogenèse du système nerveux, qui est un système caractéristique des épinuriens. Donc, des mouvements, des changements de forme, des changements d'adhérence cellulaire. Tout ça est nécessaire à la formation du système nerveux des épinuriens. D'accord? Bourgeon caudal présente un plan d'organisation typique des vertébrés.
Et il y a 2 accents. Donc à la fin de la neurulation, l'embryon continue à s'allonger, une queue va apparaître et va former donc le stade caractéristique qui est le bourgeon caudal. Alors ça, c'est les figures que vous avez, document 24. Donc vous avez quoi comme titre? Tiens, qu'est-ce que je vous ai mis comme titre? Alors c'est peut-être pas tout à fait le même titre, hein. Je les change des fois. Ouais, mais ça marche. On peut dire les deux. Ça veut dire que je vous ai mis 2 cours différents à 2 moments différents en modifiant 2-3 trucs. Mais les 2 fonctionnent. Non, c'est 4-2. Ah, 4-3, oui, parce qu'en fait 4-3, effectivement, on pourrait, en fait 4-2, je vais juste donner le stade bourgeon caudal et comment ça s'organise. 4-3, je détaille en fait les organes. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Vous avez tous le document 24. Donc, à la fin de la... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur ce bourgeon caudal? Première chose, on a une régionalisation antéro-postérieure avec une succession tête, tronc, et puis queue. La queue, elle est encore petite. D'accord? Ensuite, on a une métamérisation. D'accord? C'est-à-dire une succession d'unités qui vont présenter le même plan d'organisation selon l'axe antéro-postérieur. Alors, cette métamérisation, voilà, on l'observe mieux ici. D'accord? Donc, sur le truc que je vous ai donné en général, comme sur la coupe sagittale, d'accord? Mon plan, il passe ici. Le long de cette droite, qui n'est pas tout à fait une droite dans ce que je vous dessine. Donc, comme on n'a pas les sommites, on n'observe pas bien, et puis on n'a pas bien les crêtes neurales très très faciles à voir, qui sont sur le côté, on n'observe pas bien la métamérisation. D'accord? Donc sur ce schéma-là, on n'a pas la métamérisation parce qu'il faudrait mettre les sommites au-dessus, enfin à côté, et puis les crêtes neurales aussi. D'accord? Donc pour avoir la métamérisation, c'est plutôt la coupe transversale qui est en fait un bloc 3D qui me permet de la voir. Donc dans cette régionalisation dorso-ventrale, qui a été initiée au moment de la gastrulation et de la neurulation, eh bien cette régionalisation, elle se poursuit au niveau donc du tube neural, du tube digestif, de l'appareil circulatoire, etc. Et on va avoir aussi une régionalisation dorso-ventrale du mésoderme. Donc, si je reprends cette régionalisation dorso-ventrale, donc vous avez ici donc le tube neural, la corde, d'accord. Ensuite, l'arc-entéron. Et puis ici, donc, tout ce qui est appareil circulatoire. D'accord? Ça, c'est quand j'ai ma coupe sagittale. Quand j'ai ma coupe transversale, ce qui est intéressant, c'est que je vois très très bien cette régionalisation au niveau du mésoderme. Donc, je pourrais colorer en rouge. Donc, ici, j'ai le neuroderme, hein, mais ici, j'ai la corde, les sommites, les lames latérales, d'accord? Et puis ça donnera ensuite la pièce intermédiaire. Alors, si je mets un stade un peu plus avancé, je me mets ici, donc corde, sommite, pièce intermédiaire, lame latérale, avec le cœlome qui est creusé, la somatopleure extérieure,
la splanchnopleur intérieure. D'accord? Donc tout ça, il faut savoir le schématiser. On ne rentre pas dans les détails de la morphogénèse qui permet d'arriver à ça, à partir du mésoderme. On voit que les cellules du mésoderme, maintenant, qui étaient finalement que ces quelques cellules de la zone marginale, là, elles sont très importantes. D'accord? Donc elles prennent une place majeure, c'est-à-dire qu'elles ont certainement eu énormément de divisions cellulaires, et elles qui étaient plutôt minoritaires au départ deviennent d'une certaine manière majoritaires. On voit que la calotte animale qui formait, donc qui est à l'origine du tumoral et de l'épiderme, ben, on a cet épiderme qui n'est pas très très développé. D'accord? Et donc à ce stade-là, on considère que le développement embryonnaire se termine quasiment. D'accord? On va avoir, donc au stade bourgeon caudal final, on va avoir un embryon qui est complètement autonome. Donc, sur le stade que vous avez, c'est un bourgeon caudal encore précoce. Qu'est-ce qu'on va avoir si on prend la polarisation antéro-postérieure? Donc, pour le système nerveux, on l'avait déjà vu. Pour le tube digestif, donc vous aviez l'anus ici. Ça va former le tube digestif, en effet. Ici, ça va former le pharynx. D'accord? Et ici, va s'ouvrir la bouche. En fait, la bouche, elle ne va s'ouvrir qu'après éclosion, chez le xénope et chez la grenouille. Ici, vous avez un diverticule, d'accord, qui correspondra à l'ébauche du foie. Donc, dans le plancher, vous avez encore pas mal de vitellus, d'accord. Au moment même de l'éclosion, il y a encore quelques réserves pour le temps que il y ait la bouche qui se forme en particulier. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de que vont devenir ces différentes parties-là, parce que là, on n'a pas encore des organes, on est d'accord. Hein. Là, on a encore des amas de cellules. Donc, que va donner, comment vont se transformer les somites, comment va se transformer la corde, d'accord? Les pièces intermédiaires, qu'est-ce qu'elles vont donner, les lames latérales, l'endoderme, etc., etc. Donc, c'est le sujet de ma partie 4 petit 3. Donc peut-être qu'à un moment, ces deux parties, 4.2 et 4.3, étaient en une seule partie. D'accord. Alors, ce qu'il faut donc retenir, ça c'est une autre façon de voir les choses. Je vais venir là. D'accord. Donc ça, c'est le tableau. Je crois que je vous l'ai mis en document 25, devenir des différents feuillets embryonnaires. Donc ça, c'est un tableau que vous avez et que vous allez devoir apprendre. Alors, pas forcément tous les détails, mais excusez-moi, la plupart. Donc, vous avez vos 3 feuillets, ectoderme, mésoderme et endoderme. D'accord? Je regarde l'heure. On va lire ce tableau et puis on fera une petite pause. Dans l'ectoderme, vous avez le neuroderme qui va donner cerveau, moelle épinière, les crêtes neurales et puis l'épiblaste. D'accord? Qui donnera l'épiderme, les phanères, les dents, et puis ce qu'on appelle les placodes. Donc, c'est une partie des futurs organes sensoriels. Les crêtes neurales, bon, c'est ce qu'on a dit, hein, vous pouvez retenir système nerveux périphérique, essentiellement. Le neuroderme, c'est cerveau et moelle épinière. Ok, donc ça, c'est pour l'ectoderme. Le mésoderme, donc vous avez la corde, elle va disparaître, mais tant qu'elle est là, elle va guider l'édification de la colonne vertébrale. Et vous avez les somites. Alors les somites, elles vont se séparer en plusieurs parties. Donc vous avez les somites, vous avez la corde. Donc une partie des somites va constituer
ici le dermatome, qui sera à l'origine du derme, donc épiderme, derme, de la peau. D'accord? Donc vous voyez que la peau, elle a pour origine plusieurs feuillets. Et donc le derme et l'épiderme, c'est pas la même chose. Donc la partie externe des somites, c'est le dermatome. La partie interne ici, qui est dessinée en gris, c'est le sclérotome, qui sera à l'origine de la colonne vertébrale, donc du squelette vertébral. Et puis les parties ici de part et d'autre, c'est le myotome. Myos, c'est pour muscle, donc ce sera à l'origine des muscles striés squelettiques. Donc dans vos somites, dermatome, sclérotome, myotome. Les pièces intermédiaires qu'on avait vues, je reviens sur les pièces intermédiaires. Donc ces petites pièces intermédiaires ici, d'accord, elles seront à l'origine du système urinaire et des conduits génitaux. Donc les reins, les conduits urinaires et les conduits génitaux. Les lames latérales. Et donc là, vous vous souvenez, je reprends peut-être ce schéma-là, vous avez la splanchnopleure et la somatopleure. Donc somatopleure qui est le plus externe, d'accord, elle va être à l'origine du cœur, d'accord, enfin de tout ce qui, en fait, de toutes les membranes qui entourent les organes internes, le péricarde, le péritoine, les plèvres. Donc les plèvres, c'est autour du poumon, le péritoine, c'est autour de la cavité abdominale, le péricarde, c'est autour du cœur. D'accord? Elles vont donner une partie du derme, le conjonctif des muscles et les gonades. D'accord? Donc ça va être surtout des tissus protecteurs, grosso modo, tissus conjonctifs, tous les tissus protecteurs, péricarde, péritoine, plèvre, et les gonades. La splanchnopleure vers l'intérieur, ici, d'accord, elle est à l'origine de tous les muscles lisses, de l'appareil circulatoire, etc. Donc c'est le feuillet interne des cavités coelomiques. Donc voilà. Enfin, l'endoderme, en vert, il est à l'origine du tube digestif et des glandes annexes, de la trachée, des trachées, des poumons, de la thyroïde. Alors, il est aussi à l'origine euh, des branchies, quand il y en a. Vous pourriez ajouter les branchies. Voilà. Je vous laisse là-dessus. On prend 5 minutes de pause, donc il est 35 sur mon ordinateur. À 40, je vous reprends. D'accord? Et n'hésitez pas pendant la pause si vous avez des questions, sinon je vous laisse remettre un peu à jour vos documents. Normalement, si vous avez l'historique du chat, vous avez aussi les titres des parties. D'accord? Et normalement, je vous ai donné le plan sur Discord tout à l'heure, enfin hier ou avant-hier, je ne sais plus. Voilà, je vous laisse 5 minutes.
Alors, me revoici et j'imagine que comme Kiki, vous piaffez d'impatience pour comprendre, à quoi correspondent les muscles lisses. Hem, donc les muscles lisses, en fait, ce sont tous les muscles qui tapissent, les organes internes en dehors du muscle cardiaque. D'accord? Le muscle cardiaque, c'est un muscle strié, c'est-à-dire qu'avec, on a, une striation liée à une organisation très, 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 répétitive, du cytosquelette. Donc ça ressemble beaucoup au muscle strié squelettique, sauf que le muscle strié cardiaque, ne mobilise pas le squelette. Voilà. Et donc, bah, parce que c'est pas un muscle, strié squelettique, d'accord? Donc il est pas contrôlé comme les autres muscles striés, mais c'est un muscle à part, le cœur. C'est, un tissu musculaire à part, spécifique au cœur. Et donc les muscles lisses, c'est les muscles, par exemple, que vous allez avoir autour de l'intestin ou, pour les femmes autour, au niveau de l'utérus, d'accord? Et c'est des muscles en fait, qui sont constitués de cellules et on dit lisses parce qu'il y a beaucoup d'actine, de myosine, mais c'est pas organisé de façon répétitive, ce qui fait qu'on ne voit pas de stries, d'accord? Et ce sont aussi des muscles qui sont, contrôlés par le système autonome. D'accord? Donc le cœur, comme les muscles, lisses, sont contrôlés par, le système autonome, donc avec des voies sensitives et des voies motrices, mais qui ne sont pas contrôlées par la volonté, donc par le système, nerveux, heu, qui contrôle lui, le système, les muscles squelettiques. D'accord? Donc voilà. Donc les 2 sont assez différents et donc 3 types de tissus musculaires dans l'organisme, hein. Le tissu, musculaire strié squelettique, le tissu musculaire strié cardiaque et les tissus musculaires lisses. Je pense que ça répond, à vos questions. Ces tissus musculaires lisses, on les trouve aussi tout autour des vaisseaux, d'accord? En particulier au niveau des artères, des artérioles, ils vont permettre la modification du diamètre des artères, des artérioles et cetera. Voilà. Alors, donc on en était, à la participation des organes. Sinon j'ai vu que, schéma du document 20 qui m'est demandé éventuellement. C'est quoi le document 20? Ah oui, avec, la gastrula et cetera. Donc moi, j'avais prévu a priori, hein, de vous faire une petite vidéo vraiment, qui porte ou plusieurs vidéos sur la partie, gastrulation parce que c'est là où les mouvements sont les plus compliqués et je dirais que c'est là où les schémas sont les plus difficiles à faire. Finalement, les schémas de la neurulation sont relativement simples à faire. Voilà. Donc effectivement, ça correspond. S'il y a d'autres choses, que vous voulez préciser ou pour lesquelles vous voudriez une petite vidéo, je peux vous le faire, un petit peu à la demande. C'est un peu long, un peu plus long à faire, hein, les vidéos, mais je pense que ça a une certaine efficacité. Ce que j'ai fait sur tableau en vidéo, je le retrouve systématiquement dans vos copies, sur l'ATP, par exemple. Voilà. OK, position, oui, des feuillets en fin de gastrulation. Alors, donc, attendez, je reprends parce que voilà. Donc ce qu'on peut dire, et on peut reprendre du coup après, moi j'ai repris, point par point dans le cours, d'accord? Ce, cette, ce tableau. Donc on va reprendre point par point pour que vous ayez vraiment l'ensemble des notions. Donc je vais un peu répéter ce que je viens de vous dire en lisant le tableau, mais c'est pas grave, ça rentre comme ça. Donc l'épiderme participe à la formation du tégument et des organes sensoriels. D'accord? Donc la formation du tégument, c'est, donc ce qui est intéressant, c'est que votre tégument, il va être constitué à la fois, de cellules d'origine, épidermique et de cellules de dérivés, du mésoderme. D'accord? Donc après la gastrulation et l'internalisation du neuroderme, le tissu externe de l'animal est constitué uniquement d'ectoderme. On a ce petit ectoderme qui recouvre l'ensemble de mon animal.
Donc après différenciation cellulaire, cet ectoderme va constituer donc l'épithélium, l'épiderme, c'est-à-dire la couche externe des téguments. Donc ça, je vous ramène aux observations de téguments que vous aviez faites dans le premier TP d'histologie, TP biologie cellulaire. D'accord? Il va s'épaissir un petit peu et il va former un tissu résistant. Et en dessous, on va mettre en place le derme, d'accord, qui est un tissu d'origine mésodermique, qui est très très riche en tissu conjonctif, d'accord, et qui va apporter l'irrigation des vaisseaux sanguins. L'irrigation vaisseaux sanguins, ça c'est du tissu mésodermique, d'accord. Résistance à l'étirement, parce qu'on a beaucoup de collagène, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de matrices extracellulaires, d'accord. Donc on voit bien que le tégument, il a deux origines, deux feuillets qui s'associent, d'accord. Alors, cet épiderme, il va aussi participer à la formation des organes sensoriels, bien sûr en relation avec le neuroderme. Donc certaines régions dorsales, dans certaines régions dorsales, l'épiderme s'épaissit au contact du tissu nerveux et va former ce qu'on appelle les placodes. Donc la placode olfactive, la placode cristallinienne, la placode otique. Donc vous comprenez, placode olfactif, ça donnera les organes sensoriels du nez. Placode cristallinienne, ça donnera le cristallin. Placode otique, ça donnera les tympans, donc l'oreille oreille interne, etc. D'accord. Donc ça va donner des cellules réceptrices qui vont ensuite envoyer les informations sensorielles aux cellules nerveuses. OK. Donc en fait, vous voyez que là aussi, les organes sensoriels, alors c'est tout de l'origine neuroectoderme, d'accord, feuillet externe, mais c'est les deux. C'est à la fois neuroderme et ectoderme et épiderme. Voilà. Donc ensuite, donc on va participer, donc l'endoderme, parce que là aussi c'est 4.2.2. Donc l'endoderme participe à la formation des organes, des appareils digestifs et respiratoires. Moi, je fais plein de fautes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'endoderme, c'est l'épithélium de l'appareil digestif. Donc les cellules, c'est ces cellules épithéliales qu'on a beaucoup étudiées, d'accord. Donc vous avez un épithélium de recouvrement et l'épithélium des glandes associées au tube digestif. Les glandes, c'est ce qui sécrète. Donc, on va trouver cet épithélium au niveau de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin, du foie, du pancréas, mais aussi du thymus et de la thyroïde. D'accord? En fait, la bouche et le rectum sont d'origine ectodermique. Donc, on termine avec, au niveau de la bouche, au niveau du rectum, avec un petit peu d'ectoderme, d'accord, qui va venir, qui va être qu'on a de la peau. Et c'est quand on rentre à l'intérieur que là, on a de l'épithélium d'origine endodermique. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que cet endoderme, d'accord, en fait, il va au niveau du pharynx, la cavité pharyngienne, il va se percer avec les fentes, d'accord, qui communiquent avec l'extérieur et qui vont donner les branchies chez le tétard, d'accord. Donc, tout ce qui est vascularisation, ça c'est d'origine mésodermique, mais les branchies elles-mêmes, elles sont d'origine endodermique. De la même façon, l'épithélium, donc l'épithélium des branchies est endodermique, et l'épithélium de l'appareil respiratoire, qui est en fait un dérivé ici de l'œsophage, va aussi être d'origine endodermique. Après, tous les tissus qui vont permettre les échanges respiratoires, etc., eux sont d'origine mésodermique. D'accord? Mais les pneumocytes,
d'accord, qui sont en contact directement avec l'air, sont d'origine endothermique. Voilà. Donc enfin, 4.2.3, il y a une erreur dans mon cours. Donc, le mésoderme participe à la formation de la plupart des organes. Donc, c'est un peu ce que je vous disais, hein. Ce mésoderme qui a l'air de rien au début, d'accord, qui est juste une zone marginale, ça veut tout dire, hein, eh bien, en fait, c'est lui qui va avoir le plus d'importance ensuite dans l'organisme. Donc, les tissus mésodermiques vont poursuivre leur mouvement hein, après la gastrulation et former différents territoires régionalisés dorso-ventralement et métamérisés le long de l'axe antéro-postérieur. Et donc, c'est au niveau du mésoderme essentiellement qu'on voit la métamérie, également au niveau des crêtes neurales. Voilà. Donc, on va avoir la corde. Alors, les crêtes neurales, hein, vous comprenez bien, la métamérie des crêtes neurales, j'y reviens hein, parce que vous avez déjà vu le système nerveux où on voit et qui vont jouer un rôle de soutien de l'embryon, puis disparaître hein, ensuite. Vous n'avez plus de cordes. Les somites, donc c'est des masses de mésoderme qui sont paires, à droite, à gauche, pouf, d'accord, le long de la corde axiale. Donc vous avez votre corde axiale et puis tchouk, les masses mésodermiques, d'accord. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré avec le dermatome à l'origine du derme, le myotome à l'origine des muscles striés squelettiques, d'accord, et le sclérotome à l'origine des vertèbres, d'accord. Donc les lames latérales sont creusées d'un cœlome. En fait, le cœlome, il va être à l'origine de la cavité générale, d'accord. Donc votre cavité générale, votre abdomen dans lequel vous avez tous vos organes internes, ce que nous on avait ouvert chez la souris, chez le poisson, etc., bah, c'est l'ancien cœlome, d'accord. Le feuillet externe somatopleure, c'est à l'origine, alors déjà des squelettes appendiculaires, c'est-à-dire les membres, d'accord, des gonades, et puis ce qu'on appelle les séreuses, en fait, ce que je vous ai appelé le péricarde, le péritoine, les plèvres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les séreuses, d'accord. Feuillet interne, splanchnopleur, à l'origine du cœur et des vaisseaux sanguins. Donc ensuite, vous avez bien sûr la pièce intermédiaire avec l'appareil urinaire, et puis il va former tout l'appareil génital avec la somatopleure. Voilà. Donc là, je vous avais dit d'imprimer cette page hein, parce qu'il y a pas mal de choses un petit peu à apprendre. Mais en fait, c'est assez facile une fois qu'on a le plan général de la coupe en fait transversale du bourgeon caudal et qu'on connaît à peu près, qu'on se souvient du plan d'organisation des vertébrés. Donc en fait, ça fait vraiment le lien à la fois avec tout ce qu'on a fait en biologie cellulaire et avec ce qu'on a fait en début d'année, les dissections, la vache, etc., etc. Donc, régionalisation dorso-ventrale antéro-postérieure, métamérisation. On a des organes qui sont d'origine exclusivement mésodermique ou d'origine mixte, en association soit avec l'endoderme, soit avec l'ectoderme. Du mésoderme, il y en a partout. On a soit que des organes d'origine mésodermique, soit ils sont d'origine mésodermique et ectodermique et endodermique. D'accord. Alors, on a une dernière partie. Je regarde tourner l'heure, je crois qu'on n'aura pas le temps de commencer le dernier chapitre. L'organogenèse repose sur la différenciation cellulaire. Alors là, on ne va pas rentrer dans les détails
des mécanismes de différenciation cellulaire, ça va être extrêmement court, ce qu'on va dire. Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est qu'une fois que les cellules vont être regroupées, liées en raison de la migration, de l'adhésion, pour vraiment finir l'organogénèse, eh bien, il va falloir que ces cellules se spécialisent. C'est-à-dire qu'elles changent, qu'elles acquièrent leurs caractéristiques structurales et fonctionnelles. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle la différenciation cellulaire. Donc, acquisition d'une forme particulière, acquisition d'un protéome particulier, c'est-à-dire d'un ensemble de protéines. Donc, si on prend le myocyte, donc c'est-à-dire les cellules musculaires différenciées, eh bien, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va avoir des amas de cellules qui, petit à petit, vont donner des cellules musculaires striées squelettiques. Donc, c'est l'exemple qui sera traité, chapitre 2. Donc, ainsi, à la fin de l'organogénèse, on en est au stade bourgeon caudal, d'accord? Donc, mon petit embryon est pourvu d'organes en place, le long des axes de polarité, selon un plan d'organisation qui est typique des vertébrés. Donc, globalement, hein, finalement, les organes se forment selon la position des feuillets dont ils sont issus. L'ectoderme forme l'enveloppe externe de l'embryon et le système nerveux. L'endoderme forme les tissus épithéliaux de l'appareil digestif. Voilà. Et on a différents feuillets qui peuvent être présents. Donc les phénomènes qui sont à l'origine de l'organogénèse sont des phénomènes de migration, d'adhérence, de division, mais aussi de différenciation cellulaire. D'accord? Donc les mécanismes cellulaires, ils sont multiples. En fait, tous les mécanismes cellulaires sont impliqués dans l'organogénèse. Donc au stade bourgeon caudal, les organes sont différenciés et à peu près fonctionnels. Et donc le petit étard va éclore et donner un organisme autonome. Donc à ce moment-là, en fait, il a encore juste une ventouse à la place de la bouche. L'œil n'est pas encore tout à fait percé, mais dès l'éclosion, ça se fera vite. Il a encore quelques réserves, il va tenir le coup. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer comment on passe d'une cellule indifférenciée à du muscle strié squelettique, mais on reverra ça plus en détail en, en chapitre 2. Et on arrive à la dernière partie qui est courte. Donc, grand 5, des étapes de développement communes à tous les vertébrés. Alors, je vous ai mis sur le diaporama une planche qui est très très connue de Haeckel, d'accord, où en fait il a dit que, grosso modo, en 1828, c'est il y a longtemps, il a écrit: je possède 2 petits embryons fixés dans l'alcool que j'ai oublié d'étiqueter, et maintenant je suis incapable de déterminer à quel genre ils appartiennent. Ça pourrait être des lézards, des petits oiseaux, même des mammifères, je n'en sais rien. D'accord? Et donc, il dessine ici donc l'oiseau, la salamandre, la tortue, le poulet, euh, le bœuf, le lapin, l'homme, etc. D'accord? Et il dessine des différents stades. Donc, à ce stade 3, là, on les différencie bien. À ce stade-là, qui est le stade bourgeon caudal, en fait, d'accord? Eh bien, on les différencie très peu. Alors, je reviens un petit peu sur ces schémas parce que Haeckel a un petit peu forcé le trait. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent, oui, mais pas tant que ça. Chez les futurs oiseaux, hein, vous avez encore ici une grosse boule qui correspond en fait à la partie qui ne s'était pas divisée et qui correspond aux réserves. Voilà, vous avez des structures, quand on prend le lapin ou l'homme, vous avez toutes les annexes embryonnaires qui modifient un petit peu la forme de votre embryon. Il n'empêche, c'est un très très bon exemple d'homologie embryonnaire. D'accord?
C'est-à-dire qu'on a un stade où tous les embryons de vertébrés se ressemblent et présentent quasiment tous le même plan d'organisation. On a les mêmes organes aux mêmes endroits, etc. Ce qu'on va dire, c'est que ce stade bourgeon-caudal est un stade phylotypique. Philo, P-H-Y-L-O, comme phylogénie, d'accord, et typique, il est typique, en fait, typique de l'évolution, d'accord, typique de la classification. C'est-à-dire qu'on a plusieurs phylums qui vont être similaires, alors que les adultes, eux, sont différents. Et donc ça témoigne d'une origine commune des vertébrés. Et ça permet en fait de faire la phylogénie de ces vertébrés. Donc on a la théorie qui dit que la phylogenèse récapitule l'ontogenèse. C'est-à-dire qu'en fait, la phylogénèse, c'est-à-dire la classification, d'accord, récapitule le développement. C'est-à-dire qu'on se base sur des données du développement pour mettre en place la classification. Alors, on ne se base pas que sur ces données-là, mais c'est vrai que les données de développement sont très, très intéressantes pour faire de la classification. Alors, on a des exemples d'embryologie, d'homologie embryonnaire, c'est-à-dire que on dit que les organes sont homologues quand ils ont la même origine embryonnaire, d'accord? Enfin, quand ils ont la même origine évolutive. Et donc, ça peut être une origine embryonnaire identique. Par exemple, les arcs branchiaux des téléostéens et l'oreille moyenne des mammifères dérivent des fentes branchiales au stade bourgeon-caudal. Donc, finalement, les fentes branchiales, chez nous, elles existent aussi, mais nous, on ne développe pas des branchies, d'accord? On va développer à la place une oreille moyenne. Alors, l'oreille interne, elle vient pour tout le monde de la même chose, d'accord? L'autre point qui est très intéressant, c'est que le développement suit exactement les mêmes étapes pour tous les vertébrés. Segmentation, gastrulation, organogénèse. On retrouve les 3 feuillets embryonnaires. Il y a quelques petites variations avec les oiseaux où la segmentation n'est pas tout à fait complète. Mais à part ça, c'est vraiment très très proche. D'accord? Donc ça montre que finalement, on a des étapes communes à tous les vertébrés qui vont dans le sens évidemment d'une origine commune des vertébrés. Conclusion. Conclusion, bah, du coup, on va faire un petit peu de classification pour cette conclusion. Donc en moins d'une semaine, mon Xénope, il a donné un bourgeon caudal avec un plan d'organisation caractéristique des vertébrés et qui se met en place progressivement. Donc déjà, au moment de la fécondation, je définis un plan de symétrie. Donc, je peux déjà classer mon organisme chez les bilatériens. Au moment de la segmentation, je passe d'un organisme unicellulaire à un organisme pluricellulaire. On est chez les métazoaires. Au moment de la gastrulation, je mets en place un 3e feuillet. Je suis chez les triblastiques. Par ailleurs, l'anus le blastopore va donner l'anus. Je suis chez les deutérostomiens. J'ai une formation de plaque neurale dorsalement, je suis chez les épineuriens. J'ai la formation de la corde, je suis chez les cordés. Et j'ai une régionalisation antéro-postérieure du squelette, je suis chez un vertébré. D'accord? Donc, par ailleurs, tous les phénomènes de développement sont associés à de profonds changements cellulaires, changement d'adhérence, changement de forme, migration, différenciation. D'accord? Et donc, la question qui reste en suspens et qu'on va traiter dans le dernier chapitre, c'est comment est-ce que ces différents événements sont contrôlés? Finalement, comment est-ce qu'une cellule de somite sait
quelle est sa destinée, c'est qu'elle va devenir un muscle d'une certaine manière, ce qui fait que à partir d'un certain moment, elle ne pourra pas devenir autre chose que du muscle, d'accord? Heu, comment se f met, comment est contrôlée la formation du blastopore? Comment est contrôlée et cetera? Qu'est-ce qui se passe et quels sont les enchaînements qui vont permettre petit à petit, hein, d'avoir des cellules qui vont avoir, différentes, différentes, destinées, d'accord? Donc ça, c'est tout ce qu'on va voir au chapitre suivant.